Et pour cette session d'ouverture de notre forum spécial COP27, j'ai l'immense plaisir et l'honneur d'accueillir le Dr Yuba Sokona, vice-président du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, bien connu à l'échelle mondiale. Donc, Dr Yuba Sokona, bonjour. Bonjour. Bienvenue, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un expert reconnu dans le domaine de l'énergie et du développement durable depuis près de 40 ans. Vous êtes l'ancien directeur du Centre africain pour la politique en matière de climat et vous êtes donc, comme je le disais, vice-président du GIEC depuis 2015 que vous avez rejoint en 1990. Alors, vous n'en êtes pas à votre première COP, mais je vais donc vous demander votre ressenti sur cette dernière COP, la COP 27, qui, comme vous le savez, finalement s'est illustrée avec cette décision qualifiée d'historique de la création du fonds pour financer les pertes et les dommages des pays les plus exposés d'un côté, mais à côté, et c'est ce qui fait qu'on parle d'un bilan en demi-teinte, l'idée que contrairement à ce que le dernier rapport du GIEC préconisait, il n'y a pas eu d'engagement par les pays à réduire plus drastiquement les émissions. Donc vous étiez à la COP, nous souhaiterions donc vous écouter. La COP de Sharm el-Sheikh, c'est du déjà vu et il y a eu certes une avancée, une reconnaissance qu'il faut créer un fonds spécial pour les pertes et dommages, mais il reste à voir ce fonds abondé. C'est-à-dire nous avons vu également dans le temps les annonces de 100 milliards à partir de 2020, nous sommes en 2022, mais on n'a pas vu encore la couleur de cet argent. Il y a eu quand même cet aspect, c'était le minimum, mais la COP n'est pas une COP spéciale, c'est du déjà vu. Tout à fait, enfin, c'est du déjà vu. Vous avez parlé, et tout au long de ce forum, on va en parler de cette histoire des 100 milliards, parce que pendant toute la COP27, on n'a parlé que de ça, pour aboutir à complètement autre chose, qui finalement est ce fonds. Alors, la spécificité de ce fonds, ce serait peut-être déjà la reconnaissance d'une dette climatique. Ceci est établi depuis longtemps. Si on regarde le continent africain, les émissions de gaz à effet de serre, notamment de dioxyde de carbone, c'est autour de globalement moins de 4%, la moitié, c'est l'Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'émissions réellement en Afrique. L'essentiel des émissions des pays africains, ça vient de l'utilisation des terres et le changement d'utilisation des terres. Beaucoup moins du secteur de l'énergie parce que la consommation énergétique est minimum. C'est le moins que l'on puisse faire. Et l'Afrique, paradoxalement, est le continent qui subit les conséquences les plus graves des changements climatiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, comment est-ce que vous, donc depuis 40 ans que vous êtes sur ces problématiques, vous avez vu cette évolution, cette accélération, en particulier sur le continent africain? Et qu'est-ce que vous êtes donc l'un des scientifiques les plus alarmants concernant l'accélération du dérèglement climatique en Afrique? La manière dont il faut aborder cette question en Afrique doit être relativement différente de la manière dont la question est abordée dans les autres régions du monde. Parce que nous sommes en Afrique au stade d'identification, d'élaboration et de construction de la plupart de nos infrastructures qui vont structurer notre développement, notamment d'infrastructures énergétiques, mettre en place notre système agricole et construire nos villes, nos infrastructures urbaines. Tout ceci doit se faire différemment parce que la question du climat est fondamentalement une question de développement. Comment faire en sorte que notre développement il soit sur une trajectoire de durabilité et qu'il soit compatible avec la contrainte climatique. À cet égard, il faut qu'on anticipe beaucoup plus et qu'on évite les erreurs qui ont été commises dans les pays industrialisés et que là-bas, il s'agit d'une réduction des émissions et dans le contexte africain, il s'agit d'évitement d'émissions, c'est-à-dire être dans une trajectoire de durabilité et dans une trajectoire également de sobriété sur le plan énergétique. Est-ce que vous avez, à l'occasion de cette COP,
L'autre paradoxe et l'autre difficulté par rapport au continent africain, c'est aussi évidemment la disparité entre les pays. On parle de l'Afrique de loin en disant, ben voilà, comme si c'était une seule et unique zone totalement dans laquelle il n'y aurait pas de spécificité. Est-ce que par rapport à votre regard, vous pouvez partager avec nous les spécificités de certains pays d'Afrique, les différentes typologies de pays, un, et deux, qu'est-ce que vous avez pu voir à la COP27 en termes de rapprochement entre les pays africains pour avoir une même et seule voie, et une seule voie également énergétique? Je crois qu'à l'approche de la COP et pendant la COP également, il y a eu quelques échanges, quelques points de vue sur l'Afrique et puis la question des énergies renouvelables et la question du gaz. Il nous est apparu, des collègues à moi, nous avons réuni 54 personnes, qui fait une personne par pays africain, paradoxe. Ceci dit en passant, dont 40 auteurs africains, il nous est apparu que les discussions, même venant également de l'Afrique, ne sont pas étayées par des évidences. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que l'Afrique est considérée, pour ceux qui ne sont pas sur le continent, qui ne vivent pas le continent, qui ne vivent pas les réalités, on a l'impression que c'est un village et que tous les pays sont pareils. Il suffit tout simplement de régler le problème pour l'Afrique. Or, l'Afrique est une diversité sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social, même si il y a des traits de caractère communs dans tous les pays africains. Nous avons regardé avec plus de lucidité les données, les informations pour apporter une certaine évidence. Y a-t-il une possibilité, y a-t-il une perspective que le développement de l'Afrique soit totalement décarboné? Oui, c'est possible. Mais chaque pays constitue une particularité. Et nous avons examiné globalement, on a regardé tous les pays de l'Afrique. On peut plus ou moins mettre les 54 pays dans 4 cases, globalement, avec des différences. Les deux extrêmes étant l'Afrique du Sud, qui a les infrastructures en place, qui a les institutions en place, qui a les moyens en place, qui a un accès à l'énergie très, très élevé par rapport aux autres pays africains. Et à l'autre extrême, là où je suis présentement, c'est-à-dire au Mali, un pays comme le Mali ou le Burkina, avec un accès à l'énergie relativement limité, et que les infrastructures doivent être développées et que l'essentiel de l'énergie, également de l'électricité, vient des énergies fossiles. Quand on regarde ces deux cas, on se rend compte que si on va avec l'option solaire, le prix d'accès est beaucoup plus faible en Afrique du Sud, compte tenu du fait que beaucoup de gens sont raccordés au réseau, que dans un pays comme le Mali. Ils ne peuvent pas suivre les mêmes trajectoires. Et dans un contexte de l'Afrique du Sud, ceci est possible s'il y a une transition juste que l'on opère, comme on le dit, avec les moyens conséquents. Je pense que c'est d'ailleurs à cet égard que quelques pays ont conclu un accord avec l'Afrique du Sud à Glasgow. Un pays comme le Mali ou comme le Burkina, et des pays pareils, eux, ils vont beaucoup plus vers une approche modulaire. Qui peut être basé sur les énergies renouvelables. Entre ces deux pays, il y a deux autres catégories. Une catégorie comme l'Éthiopie ou le Kenya, qui ont une base de renouvelables relativement importante. Celle de l'Éthiopie, c'est beaucoup plus axé sur l'hydroélectricité. Et Nairobi, le Kenya, beaucoup plus sur la géothermie. Et ils ont une trajectoire relativement facile pour avoir un futur système énergétique décarboné. Et il y a un ensemble, le Mozambique, comme l'Angola, comme la Tanzanie, qui viennent de découvrir le gaz. Et ces pays vivent un dilemme, c'est-à-dire quelle option prendre. Faut-il aller pour le gaz? Il y a une légitimité parce que les autres ont construit leur développement sur les énergies fossiles. Il est évident que ces pays peuvent aller pour le gaz. Mais en même temps, ceci constitue un paradoxe.
C'est ce qu'on fait un dilemme pour ces pays. Ben, on pourrait peut-être revenir sur ces questions. Ben justement, quelle est votre vision justement en tant que vice-président du GIEC et en tant aussi qu'Africain sur ce paradoxe? Voilà, comment est-ce que vous voyez ce paradoxe? Comment est-ce que vous le vivez finalement? Parce que Ben, c'est un vrai sujet. Ce paradoxe, on essaye d'attirer l'attention des politiques africains, d'aborder ces questions avec plus de lucidité, avec une analyse d'évidence de la situation avant de prendre une décision quelconque. Il est tout à fait légitime que ces pays pensent développer le gaz, axer une partie de leur développement sur le gaz. Mais quand on regarde qu'est-ce qui se passe en Europe, il y a une situation conjoncturelle à l'heure actuelle liée à la crise ukrainienne qui font que ces pays essaient de diversifier à court terme l'accès à l'importation du gaz, mais aussi bien les Européens que les Américains, ils mettent beaucoup plus, et les Chinois, ils mettent beaucoup plus l'accent sur le renouvelable. Dans un tel contexte, les pays africains étant tentés d'utiliser le gaz naturel, ils vont certainement être amenés à s'endetter pour faire un investissement là-dessus. Une bonne partie va être pour l'exportation. S'ils veulent le faire pour l'utilisation locale dans ces pays, ça va prendre du temps, ça demande énormément d'investissement. Et que dans les 10 à 20 prochaines années à venir, si l'économie mondiale s'oriente vers une économie décarbonée, une économie également axée sur l'électricité et la digitalisation, ces pays vont se retrouver avec ce qu'on appelle les actifs dévalués, c'est-à-dire qu'ils ont investi massivement dans une option qui leur reste sous les bras. Ça constitue un dilemme. Donc, il faut aborder cette question-là avec beaucoup plus de rigueur, avec beaucoup plus d'éléments qui leur permettent de négocier si jamais il y a un contrat, faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas avec un investissement qu'ils ne peuvent pas du tout utiliser. Et du coup, peut-être pour conclure, deux aspects sur lesquels justement je voudrais vous entendre, parce qu'on va en reparler dans le cadre de notre forum. Un, est-ce que, on laisse les énergies fossiles, ou en tout cas, voilà, tout ce que vous avez dit là-dessus, mais si on met tout le potentiel sur le renouvelable, est-ce qu'on va pouvoir réellement accélérer? Quand même, on sait très bien qu'il n'y a pas d'accès à l'électricité aujourd'hui sur le continent. On est quand même dans une urgence. Et est-ce que ces solutions renouvelables, elles peuvent être mises en place très rapidement, selon vous? Et puis, dernier point, quel message voudriez passer à la jeunesse africaine sur ces questions de COP27, jeunesse africaine qui est très, très consciente du dérèglement climatique? Pour l'électricité, ceci ne pose pas de problème. On peut le faire relativement facilement parce que dans le domaine du renouvelable et en particulier le solaire, la mise en œuvre, l'initiation d'un projet et sa mise en œuvre complète prend très peu de temps par rapport notamment au gaz et aux autres infrastructures basées sur les énergies fossiles. Et il faut également se rappeler que les Européens vont mettre en place une taxe à l'importation, c'est-à-dire de tous les produits qui ne sont pas décarbonés. Donc, ceci va constituer également une autre contrainte dont il faut avoir à l'esprit. Ce n'est pas au niveau de l'électrification que le problème se pose, c'est beaucoup plus au niveau de l'industrialisation. Parce qu'il faut que le continent s'industrialise. Il ne faut pas que le continent reste uniquement exporté de la matière première. L'industrialisation, à l'heure actuelle, requiert des formes d'énergie qui ne sont pas à même d'être produites par le renouvelable. C'est là également où il y a, dans une certaine mesure, s'il y a une option énergie décarbonée, beaucoup tablent, et même les Européens, sur l'hydrogène vert, ce qui demande du temps, demande des moyens, demande de l'analyse et puis demande également un investissement assez lourd qui n'est pas à la portée des pays africains. Voilà un peu ces différents éléments. L'électricité, ça ne pose pas de problème. On peut le faire avec le renouvelable s'il y a les moyens financiers qui se mettent en place.
Merci beaucoup, Dr Youba Sokona. Je rappelle que vous êtes vice-président du GIEC. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de la Tribune Afrique pour l'ouverture de ce forum dédié à la COP27. Et je vous propose d'assister tout de suite au débat animé par Marie-France Réveillard qui va revenir sur le bilan de la COP27. Et je vous retrouve après.